On va passer à Étienne Pré. Pendant que tu prends la main, je vais faire encore une présentation rapide de ta bio. Donc, Étienne Pré a eu un master puis un doctorat à l'Université de Limoges en France, travaillé dans le contexte d'application d'imagerie passive et aussi computationnelle. On va en entendre parler aussi un peu avec Philippe Delougne sur la dernière présentation. Et il est depuis 2017 ingénieur de recherche au sein de la société MC2 Technologies, où les applications sont très larges. Et lui, en tant qu'ingénieur de recherche, s'occupe notamment d'applications d'imagerie et de détection, de localisation de sources malveillantes. C'est quand tu veux, tiens. Alors, je te remercie, Thomas, pour cette invitation. Donc, comme il l'a présenté, hein, je suis ingénieur de recherche axé sur du traitement du signal, donc toute la partie imagerie, reconstruction d'images, développement de systèmes de détection et très récemment, j'ai commencé des activités aussi sur de la détection et de la localisation de sources malveillantes. Donc, typiquement, ici, ce que je vais vous présenter, on sera plus axé sur des sources des types drones. Donc, c'est l'un des sujets, en tout cas, qui tiennent à cœur aujourd'hui à l'entreprise parce qu'on a eu pas mal de demandes. Je vais vous présenter quelques planches qui ont poussé, si vous voulez, le développement de ce type de système. Donc, typiquement, pour ceux qui ne nous connaissent pas, nous sommes une entreprise située dans le Nord. On est issu d'une spin-off depuis 18 ans maintenant. Notre cœur de métier plus axé RF, IP fréquence, dont la caractérisation des composants autour du terahertz et de quelques centaines de gigas. Aujourd'hui, nous sommes dans un local qui fait à peu près 2500 mètres carrés et on a atteint à peu près la centaine de salariés là, depuis le début d'année 2022, avec un chiffre d'affaires qui avoisine les 10 millions. Donc, il faut savoir qu'initialement, l'entreprise avait pour but de caractériser des composants hyperfréquences et avec le temps, on s'est diversifié dans le développement de tout système de sécurité et de défense. Donc, aujourd'hui, nous proposons des solutions de scanner corporel qui pourraient être utilisées dans des aéroports, dans des gares, hein, très utilisées dans des stations de métro, que ce soit en Chine et récemment, on a eu aussi des contrats au niveau européen. Et en dehors de ce type d'activité-là aussi, on a d'autres activités, notamment de la lutte anti-drone. Donc, dans le contexte de la lutte anti-drone, on propose des solutions de brouillage, de neutralisation du drone. Ça pourrait être des solutions de type portatif, pour la facilité du transport, surtout pour les corps armés quand ils sont en mission, ou des produits qui peuvent être installés sur des sites publics, mais de façon fixe. Et ensuite, nous avons d'autres types de systèmes aussi qui sont proposés, notamment des systèmes radars millimétriques fonctionnant en terahertz. Et tout récemment, nous avons commencé à travailler sur des systèmes entièrement passifs de détection de drones. Donc, en dehors de ces systèmes de sécurité et de lutte anti-drone, nous avons d'autres activités aussi, notamment la prestation de services. Donc, on fait du design d'antenne, du design de composants, de la caractérisation des composants IP fréquence. On propose des solutions à des clients tels que Thales, ou d'autres grands groupes, que ce soit européens ou à l'international. Donc, typiquement, moi, dans la suite de la présentation, je vais me focaliser uniquement sur l'aspect de détection de drones, typiquement sur la partie passive. Donc, je vous présente ici le plan de la présentation. Je vais vous présenter les différents domaines dans lesquels un drone pourrait être utilisé, quels sont ses avantages, ses inconvénients et quels sont les cas d'usage qui incitent aujourd'hui à développer des technologies de lutte anti-drone. Ensuite, je vous présenterai quelques technologies qui existent à l'heure actuelle, hein, et les technologies que nous développons au sein de la société. Puis ensuite, je rentrerai dans le vif du sujet,
typiquement sur la localisation d'une source radio dans un contexte de lutte anti-drone. Puis, je vous présenterai quelques résultats expérimentaux et je terminerai par une conclusion. Juste une petite précision au niveau des auteurs. Donc, dans la diffusion préalable, il y avait un nom qui manquait que j'ai demandé à Thomas de rajouter récemment parce que au moment de la soumission du résumé, on n'avait pas encore des résultats de localisation et les expérimentations ont été menées par l'un de mes collègues qui bosse actuellement là-dessus. Donc, j'ai demandé à ce qu'on rajoute son nom. Donc, c'est Quentin Ruiz. Alors, il faut savoir que les drones initialement étaient développés pour des applications militaires et avec le temps, ça s'est complètement diversifié. Aujourd'hui, les drones sont utilisés dans plusieurs domaines d'application. Vous pouvez penser à tout et n'importe quoi. Ça pourrait partie des mesures, un peu comme ce que le précédent présentateur avait montré tout à l'heure, notamment pour des prises de vue ou des prises des mesures caractéristiques qui pourraient embarquer des radars. On a des utilisations aussi dans l'ingénierie civile. Aujourd'hui, des grandes entreprises également comme Amazon ou DHL ou DPD, ils envisagent aussi de faire de la livraison de colis par drone. Et pour l'instant, ce n'est pas encore fonctionnel, c'est encore en cours d'expérimentation, mais je pense que dans les années à venir, on n'aura plus besoin de faire des livraisons comme on a l'habitude de le faire. Et typiquement, dans d'autres types de domaines aussi, notamment dans l'agriculture, c'est fortement utilisé. Donc là, vous avez une espèce de camembert là, qui présente les taux d'utilisation des drones et vous verrez que ça a quand même pas mal évolué entre 2014 et 2020. Donc, pour vous dire que c'est quand même un engin qui est pas mal utilisé. Donc, vous imaginez un produit qui était initialement destiné à l'armée, aujourd'hui, tout le monde a accès. Vous pouvez vous présenter sur un site marchand et acheter un drone, le faire voler sans aucun contrôle. Donc, vous comprenez bien que à partir de ce moment-là, on pourrait potentiellement utiliser le drone de façon malveillante. Et ça pourrait être à la fois dangereux pour des sites qui accueillent du public ou même dans un contexte de guerre électronique aussi. Donc là, récemment, enfin, il y a eu quand même des cas d'usage qui ont montré qu'il y avait quand même un grand intérêt à développer des systèmes de lutte anti-drone. Typiquement, en 2015, il y a eu un drone qui a craché sur la pelouse de la Maison-Blanche. Heureusement, il n'y avait pas eu de dégâts à ce moment-là. Il se trouvait que c'était un employé de la Maison-Blanche qui s'amusait à faire voler un drone. Donc, si ce drone-là tombait sur quelqu'un, bah, forcément, il y aurait eu des dégâts humains. Après, toujours en 2015, il y a eu aussi aux Émirats arabes unis, il y a eu à l'aéroport un stop de vol pendant 1 heure, tout simplement parce qu'un individu a fait voler un drone au-dessus de l'aéroport. Donc, vous imaginez le drame économique que cela pourrait engendrer d'arrêter un vol pendant 1 heure. Et pareil, en 2019 aussi, il avait été montré qu'un touriste avait fait survoler son drone au-dessus de l'Élysée. Donc, tout ça, ça reste quand même risqué, même si derrière, il n'y avait pas de dégâts humains ou matériels. Et de mémoire aussi, je pense qu'entre 2014 et 2015, il y a eu pas mal de drones qui ont survolé des centrales nucléaires en France. Jusqu'à présent, on ne sait pas qui avaient été les auteurs de ces survols. Mais par contre, en 2018, il y avait eu un autre cas qui s'était présenté, notamment c'était le drone qu'ils avaient appelé le Superman,
Et il se trouvait que c'était un membre des Greenpeace en fait, qui voulait montrer la faille justement sécuritaire des centrales nucléaires. Donc ça avait engendré pas mal de polémiques hein, qui nécessitaient justement la fermeture des centrales nucléaires. Donc vous comprendrez que dans ce cas-là, forcément, ça va alerter les gouvernements, que ce soit en France, en Europe ou partout dans le monde entier, au vu des risques potentiels que présente le drone. Donc là, je vous ai présenté quelques cas d'usage où il n'y a pas eu de dégâts en tant que tel, mais par contre, on a eu quand même d'autres situations où effectivement, il y a eu quelques dégâts matériels et humains. Typiquement en 2019 au Yémen, où il y a eu une attaque de drone des rebelles contre l'armée loyaliste, et il y a eu ce jour-là pas mal de blessés en tout cas. Donc, le drone a explosé complètement au-dessus de l'armée. Et comme vous le savez, depuis la guerre en Ukraine, les drones sont également pas mal utilisés pour attaquer sur des bâtiments ou des sites stratégiques en Ukraine. Et pareil aussi, il y a eu d'autres dégâts qui ont été révélés hein, dans les aéroports où il y a eu des impacts de drones sur des avions. Et ça, forcément, ça peut engendrer quelques pertes, on va dire, économiques colossales. Donc, vous comprendrez que tous ces cas qui ont été révélés ici, que ce soit intentionnel ou non intentionnel, nécessitent quand même en fait un certain contrôle, si vous voulez, de l'usage du drone et la nécessité aussi de développer des systèmes qui permettent à la fois de détecter, de neutraliser ces drones-là. Donc, typiquement en France, hein, c'est quand même régi par une loi. Il y a pas mal de directives en fait, qui ont été mises en place que vous pouvez trouver sur le site de la DGAC pour essayer quand même de régulariser le survol de drones, que ce soit en agglomération ou en environnement urbain. Donc, si vous allez, par exemple, sur le site de Géoportail, admettons que vous ayez un drone et que vous voulez faire voler, il faudrait vous assurer qu'à l'endroit où vous voulez faire décoller votre drone, vous ayez l'autorisation nécessaire pour faire voler ce drone. Donc, sur le site Géoportail, vous verrez les zones en rouge. C'est des zones qui sont complètement interdites de vol. Notamment, ça va être proche des centrales nucléaires, proche des aéroports, proche des stades, donc des espaces publics où potentiellement, on pourrait avoir quelques dégâts humains. Et après, vous avez d'autres zones où vous avez la possibilité de faire voler votre drone, mais bien entendu, il faudrait être limité en altitude. Et de notre côté, vous avez aussi d'autres interdictions qui sont mises en place, notamment il est interdit, par exemple, de voler la nuit, il est interdit de voler en agglomération, il est interdit de survoler des personnes, sachant qu'il y a quand même quelques fonctionnalités de drone qui permettent aujourd'hui de se faire suivre pendant qu'on fait son sport, de se faire suivre par son drone. Mais tout ça, il faut savoir que relativement, c'est complètement interdit s'il y a du monde à côté. En termes d'altitude de vol, là actuellement, la législation impose 120 mètres grand maximum de hauteur de vol. Il faut savoir que malgré toutes ces restrictions qui sont mises en œuvre, il y a quand même quelques récalcitrants qui ne respectent pas les dispositions et qui se permettent quand même de faire survoler les drones. Donc, ça pourrait être soit des touristes qui, juste pour avoir une vue aérienne, vont faire décoller un drone, notamment celui qui avait fait voler son drone au-dessus de l'Élysée. Lui, concrètement, quand il a été interpellé, il disait qu'il ne savait pas qu'il n'avait pas le droit de survoler l'Élysée. Donc, ça pourrait être sans conséquence, mais quelque part, il faut des technologies qui permettent justement d'éviter qu'on se retrouve dans des situations comme ça. Donc, typiquement, des technologies de lutte anti-drone,
C'est des technos qui vont intégrer des fonctionnalités de type détection. Donc, déjà, il faut pouvoir détecter le drone, pouvoir l'identifier, donc savoir que c'est un drone, pouvoir le localiser et ensuite utiliser les méthodes de brouillage nécessaires pour le neutraliser. Je vous présenterai par la suite quelques technos qui existent, hein, mais typiquement, une architecture conventionnelle des systèmes de lutte anti-drone, c'est celle que je vous présente ici et c'est celle que nous utilisons aujourd'hui, nous, dans nos systèmes pour pouvoir faire de l'identification et de la neutralisation. Donc là, on est complètement passif, c'est-à-dire que ce n'est pas du radar, c'est un système qui est entièrement passif. On va venir écouter les signaux qui sont émis par le drone, puis on va appliquer des algos de détection et des classifications qui nous permettront d'identifier justement la présence ou non de drones, parce que quand on est dans un environnement qui est relativement encombré, il faut savoir que c'est vraiment pas évident de sortir le signal du drone compte tenu du fait qu'il utilise les mêmes bandes que les signaux Wi-Fi conventionnels. Donc, en termes de liaison radio qu'on pourrait avoir entre le drone et sa radiocommande, ça va être soit en uplink, donc en voie montante, ça va être tout ce qui est relatif aux commandes du drone, et en voie descendante, ça va être plutôt des signaux de type télémétrie ou des signaux vidéo. Et bien entendu, le drone, pour son positionnement, il a besoin des signaux satellites. Donc, nous, on va se baser justement sur l'échange qu'on pourrait potentiellement avoir entre la radiocommande et le drone. Et à partir de ces signaux-là, en se basant sur l'empreinte physique, on est capable de détecter le drone. Et le challenge derrière, du coup, ça va être de le localiser. Alors, il faut savoir que là, aujourd'hui, la législation impose quand même que les drones de plus de 800 grammes disposent d'une balise électronique qui envoie les informations GPS. Donc, ce type de drone-là, on pourrait éventuellement lire complètement les trames et dire exactement à quelle position se trouve le drone. Mais ce ne sont malheureusement pas tous les drones qui sont équipés de ce type de dispositif. Je pense que pour une personne malveillante qui veut utiliser son drone, il ne va pas utiliser cette balise. Donc, vous comprendrez qu'il y a quand même un intérêt de trouver d'autres méthodes qui permettraient de localiser le drone afin d'adopter des stratégies de brouillage adaptées. Donc, en ce qui concerne les différentes technologies de lutte anti-drone, comme je vous disais tout à l'heure, il y a la fonction de détection. Donc, il existe d'autres technologies qui ont été développées. Chacun a ses avantages et ses inconvénients. Vous avez des technos basés sur l'acoustique où la portée de détection est quand même assez limitée, et aussi quand on est dans un environnement assez bruyant, il est très difficile de détecter. Vous avez d'autres techniques électro-optiques, des techniques qui sont basées sur des systèmes infrarouges ou des caméras optiques. Et vous avez bien entendu les systèmes radars. Cependant, les systèmes radars conventionnels, autour d'une dizaine de gigas, on a des retours d'expérience qui montrent que ces radars-là sont aujourd'hui incapables de détecter les drones, parce que typiquement, les formes de drones sont relativement petites vis-à-vis de ces radars-là, ce qui fait qu'ils sont difficilement détectables. Et donc, d'autres solutions, ce serait peut-être de monter en fréquence. Et c'est typiquement ce type de solution-là que nous proposons au sein de la société. Ensuite, vous avez la dernière approche qui est la détection des signaux RF que je vous ai présenté sur la slide précédente. Et donc, par la suite, une fois qu'on a détecté le drone et qu'on est sûr que c'est un signal de drone, il faut pouvoir le localiser. Donc, vous avez toujours les fonctionnalités radar qui peuvent assurer la fonction de localisation du drone, ou soit de l'optique, qui permettrait de savoir exactement la position du drone, ou encore faire de la radiofréquence, notamment avec une fonction de goniométrie pour la détection.
Et bien entendu, une fois qu'on l'a localisé, on pourrait asservir notre système de neutralisation dans la direction du drone pour pouvoir le neutraliser. Et donc, en termes de techniques de neutralisation, on avait regardé dans la littérature ce qui était fait ou même chez d'autres concurrents, qu'est-ce qui était fait. Vous avez tout type de méthodes qui sont employées. Vous pouvez avoir des méthodes où c'est vraiment de l'attaque physique, c'est-à-dire qu'on va utiliser un drone ami qui se sert d'un filet du coup pour aller détecter, pour aller récupérer le drone ennemi, où on peut avoir des méthodes où on va utiliser soit des oiseaux, des aigles pour aller capturer complètement le drone. Après, vous avez d'autres méthodes qui sont beaucoup plus, on va dire, rigides, notamment la destruction complète du drone, soit par arme de poing, soit par des impulsions laser ou par des missiles. Ou encore, une dernière méthode, c'est de perturber complètement la communication entre le pilote et le drone. Donc, typiquement, nous, au sein de la société MC2, comme je vous disais tout à l'heure, donc tous nos produits en fait, de lutte anti-drone, on a des systèmes radars millimétriques. Comme tout à l'heure, je vous disais que les systèmes radars autour d'une dizaine de gigas ont vraiment du mal à détecter les drones, parce que typiquement, c'est la matière du corps, c'est généralement soit du carbone ou du plastique. Donc, c'est assez très peu réfléchissant quand on est autour d'une dizaine de gigas. Par contre, quand on monte autour de la centaine de gigas, là, on commence à devenir ultra sensible. Certes, on perd en portée de détection, mais au moins, on est certain qu'on peut couvrir à minima des portées allant jusqu'à 1 km et garantit quand même la détectabilité du drone. Ensuite, on a un deuxième système qui est un système complètement passif qui permettrait justement de détecter le drone. Donc là, j'insiste sur le fait que c'est que de la détection du drone. Donc, il est aussi capable, grâce à des méthodes d'intelligence artificielle, de classifier quel type de drone c'est. Est-ce que c'est un drone du constructeur DJI ou un drone de toute autre marque? Donc, ça, c'est un système sur lequel on a commencé à travailler il y a à peu près 2 ans maintenant, je pense. Nous, notre objectif par la suite, c'est de pouvoir intégrer la fonction de localisation dans la fonctionnalité de ce système. Et ensuite, derrière, on a les systèmes de neutralisation. Donc, ça pourrait être des systèmes portatifs, notamment le Nero DRF et le Nero de HG que vous voyez sur ces 2 slides, et la version fixe qui est le Mages, donc, qui contient des racks avec les différentes fréquences potentielles que l'utilisateur voudrait brouiller. Donc, généralement, ce type de système-là seront utilisés plutôt par les corps armés, notamment la DGA. Vous avez des commandos kiffers qui l'utilisent aussi. Et il y a environ 1 an de cela, on avait eu une demande aussi de développement d'un système de neutralisation, si vous voulez, de bombes improvisées. Donc, c'est les IED. Donc, ça rentrait justement dans le contexte de la lutte anti-drone. Et ça nous a permis aussi de développer un produit qui a été présenté pas plus tard que la semaine dernière à Eurosatori, qui est le produit SPART, donc, que vous voyez sur le dos du militaire ici, qui permet justement de neutraliser des bombes improvisées. Donc, tous ces produits-là, ce sont les produits que nous sommes actuellement, vous avez des produits qui sont déjà commercialisés, ça va être tout ce qui est brouilleur, et actuellement, nous sommes en train de travailler encore sur l'approche radar et l'approche du système d'écoute. Et donc, le brouilleur que je vous avais présenté tout à l'heure, lui, il avait été présenté justement au défilé du 14 juillet 2019. Là, vous avez quelques captures, vous pouvez retrouver les images sur Internet.
mais pour vous dire que c'est un produit qui est très utilisé aujourd'hui par les militaires. Et aujourd'hui, le besoin, c'est vraiment d'être capable de détecter le drone sans qu'il y ait une intervention humaine. Donc, une fois qu'on a détecté le drone, on pourrait asservir justement ce système de brouillage-là pour pointer en direction du drone pour la neutralisation. Donc, là, je vais vous présenter, typiquement, je vais pas présenter la partie détection parce que ça ne fait pas partie du… En gros, ce n'est pas l'objectif de cette présentation, mais l'idée, c'était de présenter un peu quelles sont les méthodologies qui sont utilisées actuellement pour la localisation du drone, parce que c'est vraiment ce sur quoi nous mettons l'accent actuellement et c'est sur quoi nous sommes en train de travailler. Et donc, typiquement, les objectifs, ça va être de localiser le drone sur un terrain interdit de survol et bien entendu asservi le système de lutte anti-drone pour la neutralisation. Et donc, on a 3 catégories d'algo qui permettraient de localiser le drone. C'est soit en faire de la mesure d'amplitude, soit en fait de la mesure de phase ou une combinaison des deux. Alors, il faut savoir qu'il y a quand même quelques exigences en termes de détection, surtout pour ce type de système-là, pour la localisation de drones. Il faut qu'on ait une bonne précision, environ 5 à 10 degrés. Il faut que le récepteur soit ultra sensible parce que le drone, il a une portée qui est quand même assez importante. Il faut qu'on soit capable de le détecter. Donc, récemment, on a fait des tests où on était capable de détecter des drones à 10 km. Donc, à partir de 10 km, vous imaginez le niveau du signal qui arrive au niveau du récepteur, sachant que les niveaux qui sont émis par le drone, ce qui est annoncé en tout cas dans la datasheet, on va être autour de 15 à 18 dBm de puissance émise. Donc, sachant que la perte, c'est insu la distance au carré. Donc, en plus de ça, il faut pouvoir couvrir la bande totale du drone, parce que typiquement, les drones, on va occuper environ 80 mégas de bande instantanée. Il faut aussi de l'humidité au multitrajet et aux erreurs de polarisation, parce qu'on n'a aucune connaissance de la polarisation des antennes qui sont utilisées sur le drone. Donc, il faut pouvoir minimiser justement ces erreurs et aussi avoir une certaine probabilité d'interception des trames qui sont émises par le drone, parce que ce sont des trames qui sont quand même relativement courtes et qu'aujourd'hui, pour certains drones, on sait interpréter, pour d'autres, ce sont des protocoles custom qu'on ne maîtrise pas forcément. Et donc, il y a quand même pas mal d'ingénierie qui est menée là-dessus pour pouvoir les interpréter et les traiter convenablement. Et donc, les différentes sources d'erreurs qu'on pourrait avoir dans la mesure, bien entendu, on a la présence d'obstacles, parce que typiquement, en environnement urbain, vous avez tous les bâtiments, les gratte-ciels qui pourront potentiellement impacter, si vous voulez, la détection de l'angle d'arrivée de la cible. On a aussi le fait que le drone est en mouvement, et donc, il y a quand même une partie de gestion de l'effet Doppler qu'il va falloir gérer par la suite. Pour l'instant, je ne présente pas ces aspects, mais c'est des éléments qu'il va falloir ajouter par la suite. Et ensuite, la troisième problématique, c'est que le drone ne communique pas sur un canal fixe. C'est-à-dire qu'il est tout le temps en saut de fréquence. Et donc, il faut pouvoir aussi gérer le saut de fréquence et, bien entendu, il faut pouvoir gérer tout ce qui est bruit environnant qui vient se rajouter. Comme je vous le disais tout à l'heure, ce sont les mêmes bandes du Wi-Fi qui sont utilisées. Donc, vous imaginez, vous effectuez une mesure en plein centre-ville, vous pouvez vous assurer que votre récepteur il est complètement saturé. Et on a toujours cette problématique aujourd'hui. On continue toujours de travailler là-dessus. Donc, d'un point de vue… Oui. Normalement, il te reste 3 minutes, questions incluses. Je vais présenter juste cette slide et je vais passer directement au résultat de mesure. Au plus vite, au mieux. Ok, parfait. Donc, en termes d'architecture, typiquement, enfin, le système de localisation sera constitué d'un réseau antennaire, d'une chaîne RF et bien entendu de la carte d'acquisition. Et puis derrière, on fait le traitement pour l'affichage. Et la carte d'acquisition qui est utilisée, il faudrait a priori qu'elle puisse couvrir la totalité de la bande du drone.
Comme je vous disais tout à l'heure, on va être autour de 80 mégas, voire 100 mégas pour chacun des drones, en tout cas, qu'on a pu étudier jusqu'à présent. Donc, il faut être capable de pouvoir mesurer la totalité de l'amont. Et donc, on a fait quelques expérimentations. Là, je vais vous épargner de toutes ces équations et aller directement sur le banc de mesure. On a fait quelques expérimentations pour la localisation. Pour l'instant, on a fait un premier test uniquement avec 4 antennes. Donc, ce sont des antennes Vivaldi, comme vous pouvez le voir sur l'image qui est présentée ici, avec la carte d'acquisition et le PC de traitement qui est juste à côté. Et ces antennes étaient montées sur un support avec un espacement qui était de l'ordre de 12 cm à peu près. Donc, théoriquement, à partir des formulations, on peut s'attendre à un champ de vision de plus ou moins 30 degrés et une résolution de 14 à 16 degrés. On est bien loin de ce que j'avais présenté initialement, des 5 voire 10 degrés, mais ça reste pour l'instant un proof of concept et l'idée, c'est de voir est-ce qu'on est capable, avec une telle approche, de localiser une source. Et donc, la première source qu'on a pu modéliser, c'était juste un simple AKRF. C'était une carte SDR. On a généré des signaux soit de type FMCW ou FDM. Et l'idée, c'était de voir est-ce qu'on était capable de localiser cette cible. Donc, on a fait des mesures à 5 mètres où la cible était positionnée typiquement en angle 0. Et comme on peut le voir ici, avec des approches de localisation différentes, parce que, comme je vous disais, on commence maintenant à travailler sur ces approches. Donc, on fait quand même des comparaisons entre différents algos. Et l'idée, c'est de voir quel est le meilleur compromis en SNR et en résolution et en précision de détection. Et donc ici, on a montré qu'on était capable de localiser justement la source, puis on l'a décalé un peu sur la droite autour de 25 degrés. Et là, comme on peut le voir, en fait, on a le faisceau qui montre bien que la source provient de cette direction. Et donc après, on est allé encore plus loin, à une centaine de mètres. Et pareil, on montre qu'on est capable de localiser la source. Et donc, après, on valide cette approche-là, justement, sur la localisation de drone. Ici, typiquement, on ne fait pas voler le drone. On l'a juste posé pour la proof of concept. Donc, le drone était posé au sol et le système de localisation était à peu près à 160 mètres du drone. Et là, comme on peut le voir ici, on est capable, en tout cas, de localiser le drone. Et quand on le dépointe, on voit bien que le faisceau s'oriente dans le bon sens. Donc, pour l'instant, c'est les premiers résultats d'expérimentation que nous avons. Il y a encore d'autres travaux avec une nouvelle structure antennaire qui est en cours de développement. Et cette fois-ci, l'idée, c'est de pouvoir couvrir à 360 degrés. Alors, du coup, pour conclure très rapidement, il faut savoir que la lutte anti-drone aujourd'hui est un sujet qui est vraiment d'actualité. Il n'y a pas que MC2 qui travaille sur cette thématique. Et l'idée étant vraiment de proposer des solutions fiables pour protéger des événements d'envergure tels que les JO en 2024 ou les mondiaux de rugby en 2023. Donc, nous, aujourd'hui, on propose plusieurs solutions de neutralisation et on est encore en train de travailler sur des approches de détection et de localisation. Et donc, notre objectif étant de proposer justement une solution globale qui permettrait de détecter et de neutraliser le drone sans forcément une intervention humaine. Donc, pour l'instant, toutes les expérimentations qu'on a faites, ça reste encore côté laboratoire. On n'est pas encore sur un produit fini, mais on y travaille énormément. Donc, je vais m'arrêter là et si éventuellement vous avez des questions, vous n'hésitez pas. Merci beaucoup, Étienne. Ouais, on a pris un peu de retard, mais ça m'embête à chaque fois d'avoir à couper les questions. Si vous en avez une vraiment rapide à poser à Étienne, elle sera la bienvenue. Et puis, on pourra passer après à la présentation suivante avec un petit peu de retard. Donc, comme d'hab, n'hésitez pas à activer vos micros directement, à la poser dans le chat si vous voulez. On regarde. Pour l'instant, je ne vois pas de micro qui s'active. Je vais en poser une mini. Dans la partie identification des drones,
Ouais. On se doute que chaque marque va un peu avoir sa propre signature RF. Et cette partie-là, elle doit être importante pour être capable de savoir ce qu'on a comme drone pour la neutralisation. Qu'est-ce qu'on a comme solution quand on a des gens qui viennent plus, par exemple, des domaines FPV, qui bricolent eux-mêmes leurs drones avec leurs propres sources RF, les systèmes comme ça, pour notamment les liaisons Alors, généralement, en fait, c'est des composants, si tu veux, du commerce qu'ils vont utiliser, donc qui a toujours la même empreinte. C'est-à-dire que même s'ils modifient en fait le système, ce serait plutôt côté software qu'ils vont modifier en fait. La plupart du temps, les composants qui sont utilisés, c'est soit des composants, des chipsets Wi-Fi ou des chipsets qui sont connus, en tout cas, du commerce. Donc, il n'y en a pas 36 000 solutions non plus. Et donc, généralement, nous, on a comment dire, professionnels qui font des compétitions de drone racing et qui nous disent que typiquement, quand ils font des modifications, ça va être plus sur le côté rapidité, si tu veux, du drone et non pas sur le composant RF en soi. Très Donc, bien. ça, à mon avis, à moins qu'il y ait eu d'autres révolutions entre deux, mais pour l'instant, c'est des composants qu'on peut trouver dans le commerce. Ils sont assez standards. Ouais. Ouais. Je vais aller très vite en lisant la question de Jean-Michel dans le chat. Alors, il y a eu des changements entre IDQ avec un clavier QWERTY. Est-ce que le drone de la Maison Blanche serait tombé s'il n'avait pas été attaqué par les systèmes de protection de la Maison Blanche? Apparemment, Alors, il y a eu. à mon avis, il y avait un système de protection qui a permis, honnêtement, si vous voulez, l'article qui présentait ça n'a pas donné de précision de comment est-ce que le drone a craché. Est-ce que c'était le système de protection qui l'a fait tomber sur la pelouse ou est-ce que c'était une mauvaise manip du pilote qui a fait qu'on a perdu le drone? Parce que parfois, ça peut arriver, il faut savoir que c'est un système électronique et donc il peut avoir une faille un moment ou un autre. Soit la batterie qui est déchargée, et du coup le drone va cracher. On a déjà eu le cas à Paris, parce que une fois on était en manip à Paris, c'était les policiers eux-mêmes qui pilotaient le drone, et pendant le vol, le drone il est tombé, juste à côté de la scène. Et ça, c'est sorti dans les journaux. Ouais. Merci encore pour ta présentation. Et tiens, désolé, on déborde un peu. Pas de souci. Merci beaucoup.